Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. La voix de mon père a fendu la salle d'audience comme un vent glacial en janvier. Ce n'était pas seulement fort, c'était délibéré. C'était fait pour m'humilier, pour rappeler à tout le monde exactement où il pensait que je me situais. Je me souviens de la façon dont quelques personnes dans l'assistance ont bougé sur leur siège. Pas par sympathie, non, par curiosité. Les tribunaux des petites villes ont le don de transformer la douleur en un divertissement feutré. Je me tenais là, seule, les mains immobiles le long du corps, même si j'avais l'impression que ma poitrine avait été vidée. La chaise de mon avocat était vide, intentionnellement. La juge a ajusté ses lunettes, jetant un coup d'œil au dossier devant elle. Puis, elle a levé les yeux vers moi, pas avec pitié, mais avec autre chose. Quelque chose de mesuré. Elle n'en aura pas besoin. Pendant un instant, toute la pièce s'est figée. De l'autre côté de l'allée, l'avocat de mon père, M. Alperne, un homme qui avait bâti sa réputation en écrasant des gens comme moi, s'est figé au milieu d'une phrase. Sa main est restée suspendue au-dessus de ses notes. « Mon Dieu !» a-t-il chuchoté de façon presque inaudible. « Est-ce vraiment elle ?» Et c'est là que je l'ai vue. Le visage de mon père s'est vidé de son sang. Ses épaules se sont crispées. Sa main a agrippé le bord de la table comme pour se stabiliser. Pour la première fois de ma vie, mon père semblait avoir peur de moi. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps où mon père, Robert Callahan, était le genre d'homme pour qui les gens se levaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Dans notre ville, Greenville, dans l'Ohio, son nom avait du poids. Il possédait la moitié de la zone commerciale du centre-ville et avait effectué 2 mandats au conseil du comté. En grandissant, je croyais ce que tout le monde croyait, qu'il était fort, juste, un bon protecteur, et que je devais lui en être reconnaissante. J'étais l'aînée, née en 1963, pile au moment où les choses changeaient dans ce pays. Les femmes commençaient à s'imposer dans des espaces dont elles avaient été exclues pendant des générations. Mais pas dans la maison de mon père. Dans son monde, les fils bâtissaient des héritages. Les filles les soutenaient. J'ai appris tôt à ne pas discuter, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que cela n'avait jamais d'importance. J'étais une bonne élève, calme, mais vive. Les chiffres avaient un sens pour moi, contrairement aux gens. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, mon conseiller d'orientation m'a prise à part et m'a dit « Tu pourrais aller loin, Linda, plus loin que la plupart des gens. » J'ai gardé cette phrase comme un secret. Je suis allée à l'Université d'État de l'Ohio grâce à une bourse partielle, travaillant la nuit dans un snack-bar juste pour couvrir ce que mon père ne payait pas. Il disait aux gens qu'il finançait mes études, mais la vérité est qu'il s'était à peine aperçu de mon départ. L'université a été la première fois où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. J'ai d'abord étudié la finance, puis je me suis orientée vers le droit. Quelque chose me semblait juste. La structure, la logique, l'idée que la vérité puisse réellement compter quelque part. Et pendant un temps, ce fut le cas. J'ai obtenu mon diplôme parmi les premières de ma promotion. J'ai même été admise en école de droit. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Je me souviens encore d'être assise à la table de la cuisine, la lettre d'admission entre les mains, essayant de garder une voix ferme. J'ai été acceptée, ai-je dit, à l'Université du Michigan. Ma mère a souri doucement depuis l'autre bout de la pièce. Elle faisait toujours cela, des petits sourires, comme si elle avait peur de prendre trop de place. Mon père n'a pas levé les yeux tout de suite. Il lisait le journal. « C'est dans un autre état », a-t-il fini par dire. « Oui, mais ils m'ont fait une offre. »« Tu n'iras pas ?» Ce n'était pas fort. Ça n'avait pas besoin de l'être. J'ai senti quelque chose se briser en moi. « Je peux m'organiser », ai-je dit avec précaution. « Des aides financières, des prêts. On a besoin de toi ici. » Ces mots pesaient plus lourd que tout ce qu'il m'avait jamais dit. Requise, pas désirée, pas soutenue, requise. Pourquoi exactement? Il ne l'a jamais pleinement expliqué, mais j'ai compris. Mon jeune frère, Daniel, venait de commencer à travailler avec lui. L'entreprise se développait. La santé de ma mère commençait à décliner.
Quelqu'un devait maintenir la cohésion de l'ensemble. Et dans l'esprit de mon père, ce quelqu'un, c'était moi. Alors, je suis restée. Je me suis dit que c'était temporaire. 1 an, peut-être 2. Aider, stabiliser les choses, puis repartir. C'est ce que je croyais. C'est ce que j'avais besoin de croire. Au début, cela ne ressemblait pas à un sacrifice. Je travaillais au bureau, j'organisais les comptes, je révisais les contrats, je corrigeais les erreurs que Daniel ne savait même pas qu'il commettait. Mon père a commencé à compter sur moi plus qu'il ne l'a jamais admis. Mais il n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Et il n'a certainement jamais mis mon nom sur quoi que ce soit. Les années ont passé comme elles le font quand on n'y prête pas attention. Silencieusement, implacablement, ma mère est tombée plus gravement malade. Je suis devenue son aide-soignante principale. Les visites chez le médecin, les médicaments, les longues nuits assises au bord de son lit quand elle ne pouvait pas dormir. Daniel s'est marié, a eu des enfants, a acheté une maison. Mon père ne tarissait pas d'éloges sur lui. C'est un homme bien, disait-il. Il perpétue le nom de la famille. Je me tenais juste là, tenant une pile de rapports financiers qui prouvaient que l'entreprise ne tenait encore debout que grâce à moi. Mais je restais silencieuse, car c'est ce que j'avais toujours fait. La première fois que j'ai réalisé que j'avais été effacée fut subtile. Un client est venu au bureau, l'air confus. On m'a dit de parler à la personne qui s'occupe de nos comptes, a-t-il dit. C'est moi, ai-je répondu. Il a hésité. Oh, a-t-il dit. Je pensais. Enfin, Monsieur Callahan a mentionné son fils. J'ai forcé un sourire. Oui, ai-je dit. Daniel supervise les opérations. Ce n'était pas tout à fait faux, mais ce n'était pas la vérité non plus. Au moment du décès de ma mère, j'avais 52 ans et je n'avais rien pour le prouver. Pas de carrière, pas d'économie personnelle, aucune reconnaissance, juste des années de travail liées à un nom qui n'était pas le mien. La lecture du testament a eu lieu 3 mois plus tard. Je me souviens d'être assise dans cette même salle d'audience, même si elle me semblait différente alors, plus petite d'une certaine manière, plus froide. L'avocat parlait sur ce ton prudent et mesuré qu'ils utilisent tous. Et quand il a fini, tout ce que je pensais comprendre de ma vie s'est effondré. Mais ce n'est pas là que cette histoire commence. Elle commence par un homme debout dans une salle d'audience, se moquant de sa propre fille, convaincu qu'il ne lui restait rien. Convaincu qu'elle était toujours la même femme effacée qui avait passé des décennies à rester juste derrière lui. Il ne savait pas ce que j'avais fait, ce à quoi je m'étais préparée, ce que j'étais devenue. Et alors que je me tenais là ce jour-là, regardant la peur s'installer enfin dans ses yeux, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé comprendre il y a bien longtemps. Le silence ne signifie pas la faiblesse. Parfois, c'est juste de la patience. Quand les gens regardent un moment comme cette scène de tribunal, ils ont tendance à penser que c'est arrivé de nulle part, comme un coup de théâtre soudain. Mais rien dans cette journée n'était soudain. Cela s'était construit tranquillement, patiemment, au fil des années. La plupart des gens ne l'ont jamais remarqué. Après le décès de ma mère, la maison a semblé différente. Pas plus silencieuse, exactement. Mon père n'avait jamais été un homme bruyant, sauf quand il voulait être entendu. Mais plus vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré et que rien ne l'avait remplacé. Je suis restée, bien sûr. Il n'y avait nulle part d'autre où aller. Et pour être honnête, je ne savais pas encore comment partir. Le chagrin a une façon de vous immobiliser. Il s'enroule autour de votre routine, rend même l'idée de changement épuisante. Alors, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai continué à travailler. Le bureau ne s'est pas arrêté. Les factures continuaient d'arriver. Les contrats devaient toujours être révisés. Les clients attendaient toujours des réponses. Daniel se présentait de moins en moins. Les enfants ont des activités, disait-il. Tu comprends? Et je comprenais. Je comprenais toujours. Alors, j'ai comblé les lacunes, encore une fois. C'est environ 1 mois après les funérailles que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un ensemble d'états financiers ne correspondait pas. Au début, j'ai pensé à une simple erreur d'écriture. Ce n'aurait pas été inhabituel,
Daniel n'avait jamais prêté beaucoup d'attention aux détails. Mais plus je regardais, moins cela avait de sens. Des fonds étaient déplacés entre les comptes d'une manière qui ne suivait aucun schéma logique. Des dépenses étaient enregistrées 2 fois. Certains paiements n'étaient pas enregistrés du tout. Je me souviens d'être assise là, tard un soir, les lumières du bureau tamisées, les documents étalés devant moi, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la peur, pas de la tristesse, mais de la clarté. J'en ai parlé à mon père le lendemain matin. Il était à son bureau, lisant comme d'habitude. Je pense qu'il y a un problème avec les comptes, ai-je dit d'un ton neutre. Il n'a pas levé les yeux. Daniel s'occupe de ça. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je m'inquiète. Cela a attiré son attention. Il a baissé le journal lentement, les yeux plissés juste un peu. Qu'est-ce que tu insinues? Rien, ai-je dit. Je dis juste que quelque chose ne colle pas. Nous devrions revoir cela ensemble. Pendant un instant, j'ai cru qu'il m'écouterait, qu'il verrait ce que j'avais vu. Que pour une fois, ma voix aurait du poids. Mais il s'est ensuite calé dans son fauteuil, pliant soigneusement son journal. Tu réfléchis trop, a-t-il dit, et c'est ainsi que l'affaire a été classée. J'aimerais pouvoir vous dire que ce fut le moment où tout a changé. Que je me suis levée, que j'ai exigé d'être entendue, que j'ai refusé d'être ignorée. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Car la vérité est que, quand vous avez passé des décennies à être ignoré, vous commencez à douter de vos propres instincts. Vous commencez à vous demander si, peut-être, vous ne réfléchissez pas trop effectivement. Peut-être avez-vous tort. Alors, j'ai laissé couler, en apparence. Mais quelque chose en moi avait basculé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer les chiffres dans ma tête, les incohérences, les schémas. Et puis, autre chose a refait surface, quelque chose à quoi je ne m'étais pas permis de penser depuis longtemps. L'école de droit. Je suis sortie du lit vers 2 heures du matin et je suis allée dans le salon. La maison craquait comme le font les vieilles maisons, comme si elle se souvenait de quelque chose. Je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre, celui que j'utilisais pour aider ma mère avec ses papiers, et j'ai ouvert mon ordinateur. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver ce que je cherchais. Les vieux dossiers, les conditions d'admission au barreau, la formation continue. Je ne savais même pas si c'était encore possible. À 55 ans, la plupart des gens pensent à la retraite, pas à recommencer à zéro. Mais j'ai continué à lire, et plus je lisais, plus quelque chose de familier revenait. Cette même certitude tranquille que j'avais ressentie toutes ces années auparavant, avant d'y renoncer. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne l'ai dit à personne, ni à mon père, ni à Daniel. Cela ne servait à rien. Il n'aurait pas compris. Et pour une fois, je n'avais pas besoin qu'il comprenne. J'ai commencé doucement. Des cours en ligne au début, des documents de remise à niveau, des mises à jour juridiques. Je travaillais pendant la journée comme toujours, puis j'étudiais le soir. Au début, c'était épuisant. Mon esprit n'était plus aussi vif qu'avant. Je devais relire les choses, prendre des notes plus soigneusement. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Après quelques semaines, c'est revenu. Pas seulement les connaissances, mais la façon de réfléchir. La façon dont les problèmes juridiques se déploient étape par étape, détail par détail. C'était comme une langue que je n'avais pas parlée depuis des années et qui revenait soudainement. À cette époque, j'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis près de 3 décennies, le professeur Alan Green. Il avait été l'un de mes instructeurs pendant mon court passage en école de droit. Un homme juste, calme, observateur, le genre de personne qui voyait des choses que les autres manquaient. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se souvienne de moi, mais il l'a fait. Linda Callahan, a-t-il dit au téléphone, sa voix plus vieille mais toujours ferme. Vous étiez l'une de mes meilleures élèves. Je ne savais pas quoi répondre, alors je lui ai dit la vérité, ou du moins une partie. Nous nous sommes rencontrés pour un café quelques jours plus tard. Il a plus écouté qu'il n'a parlé. Cela n'avait pas changé. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé dans les dossiers financiers. Les incohérences,
la façon dont cela avait été rejeté. Il a hoché la tête lentement. Et vous voulez savoir si vous l'imaginez? A-t-il dit. J'ai hésité. Oui. Il a pris une gorgée de son café, puis a reposé la tasse avec soin. Non, a-t-il dit. Vous ne l'imaginez pas. Ce fut le moment où tout a véritablement commencé. Pas au tribunal, pas lors de la confrontation, mais cette confirmation tranquille que je n'avais pas tort, que ce que je voyais comptait. Le professeur Green n'a pas donné de conseils spectaculaires. Il ne m'a pas dit de faire tomber qui que ce soit ou de déclencher une bataille juridique. Au lieu de cela, il a dit quelque chose de simple. Si vous croyez que quelque chose ne va pas, m'a-t-il dit, documentez tout soigneusement, minutieusement, patiemment. La vérité finit par se révéler si vous lui laissez le temps. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai commencé à tenir des registres, des copies de documents, des courriels, des relevés financiers, tout ce qui semblait ne serait-ce qu'un peu anormal. Je n'ai affronté personne. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement observé. Les semaines sont devenues des mois. Les schémas sont devenus plus clairs. Et plus je regardais en profondeur, plus il devenait difficile d'ignorer la réalité. Daniel n'était pas seulement négligent, et mon père n'était pas ignorant. Cette prise de conscience n'est pas venue d'un coup. Elle s'est installée lentement, comme de la poussière, jusqu'à ce qu'elle finisse par tout recouvrir. Et c'est alors que j'ai compris quelque chose que j'avais passé la majeure partie de ma vie à éviter. Il ne s'agissait pas seulement d'être ignoré, il ne s'agissait pas seulement de dynamique familiale. C'était tout autre chose. Quelque chose qui ne se réparerait pas tout seul. Quelque chose qu'il faudrait, tôt ou tard, affronter. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais prête. Il y a un moment calme, presque banal, où l'on réalise quelque chose que l'on ne peut plus ignorer. Pour moi, c'est arrivé un mardi après-midi. Rien de spécial ce jour-là. Le genre de ciel gris de l'Ohio qui pèse bas et donne l'impression que tout est plus petit. J'étais à mon bureau, en train de réviser une série de transferts de propriété liés à l'un de nos plus vieux immeubles commerciaux du centre-ville. Au premier coup d'œil, tout semblait routinier, mais j'ai ensuite vu mon nom, ou plutôt son absence. La propriété en question était une propriété que j'avais personnellement gérée pendant près de 15 ans. Je m'occupais des locataires, je négociais les baux, je résolvais les litiges, chaque détail. Mais selon le document devant moi, elle avait été entièrement transférée au nom de Daniel. Pas récemment, il y a des mois, signée, déposée, définitive. Je suis restée assise là pendant un long moment à fixer cette page. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien. Le soir même, j'ai attendu que mon père soit seul dans le salon. Il était assis dans son fauteuil habituel, la télévision à bas volume, un verre de bourbon posé sur la table d'appoint. Je suis restée dans l'encadrement de la porte un moment avant de parler. « Quand comptais-tu me le dire ?» Il n'a pas levé les yeux. « À propos de quoi ?» Je suis entrée lentement, posant le document sur la table devant lui. « De ça ?» Il l'a parcouru brièvement du regard, puis s'est calé dans son fauteuil. « Ce sont les affaires, » a-t-il dit. « Les affaires ?» Un mot si simple, si facile derrière lequel se cacher. « J'ai géré cette propriété, » ai-je dit, en gardant une voix ferme, « pendant des années. »« Et tu as été rémunéré ?» a-t-il répondu. « Ce n'est pas la question. » Il a finalement levé les yeux vers moi, son expression inchangée. « C'est précisément la question. » J'ai senti quelque chose basculer en moi, pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus profond. Tu l'as transféré sans me le dire. Je n'ai pas besoin de te consulter pour les décisions familiales. La famille, ce mot encore, utilisé quand c'était pratique, ignoré quand ça ne l'était pas. J'ai pris une lente inspiration. Était-ce vraiment une décision familiale? Ses yeux se sont légèrement plissés. Qu'est-ce que tu insinues encore? J'ai soutenu son regard. Je demande si Daniel sait ce qu'il fait. Silence. Juste pour un instant. Mais c'était suffisant. Ce fut la première fissure. Tu as toujours eu un problème à faire confiance à ton frère, a fini par dire mon père. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si, a-t-il dit, il s'agit de toi qui dépasses les bornes.
Dépasser les bornes, après tout ce que j'avais fait. J'ai regardé à nouveau le document, puis je l'ai regardé lui. Il y a des anomalies, ai-je dit calmement. Dans plusieurs comptes, des transferts qui n'ont aucun sens, des paiements manquants. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a pris son verre, buvant une lente gorgée. Puis, il l'a reposé. Avec soin. Tu dois arrêter de fouiller, a-t-il dit. C'était là. Pas un déni, pas de la confusion, un avertissement. Je l'ai senti alors, clair comme le jour. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas de la négligence. C'était intentionnel. Je n'essaie pas de causer des problèmes, ai-je dit. Alors arrête d'en créer. J'essaie de comprendre. Non, m'a-t-il interrompu, la voix plus tranchante cette fois. Tu essaies de t'insérer là où tu n'as pas ta place. Là où je n'ai pas ma place. Dans une entreprise que j'avais aidé à bâtir. Dans une famille que j'avais passé ma vie à soutenir. J'ai hoché la tête lentement, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais compris quelque chose d'important à ce moment-là. Il n'y aurait pas de résolution ici. Ni en privé, ni dans le calme. J'ai ramassé le document et je me suis tournée vers la porte. Linda. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. Fais attention, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Mais cette fois, ce n'était pas la confusion qui me tenait éveillée, c'était la clarté. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de téléphone. Le professeur Green n'a pas semblé surpris. Racontez-moi tout, a-t-il dit. C'est ce que j'ai fait. Chaque détail, chaque incohérence, chaque conversation. Il a écouté comme avant, patiemment. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis, il a dit quelque chose qui a tout changé. Vous devez vous protéger. Je me suis adossée à ma chaise. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, a-t-il dit avec précaution, que si ce que vous décrivez est exact, cela pourrait devenir une affaire juridique. Juridique. Le mot semblait différent maintenant, plus lourd, plus réel. Je n'ai pas d'avocat, ai-je dit. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, a-t-il répondu. Pas encore. Cette phrase est restée gravée en moi. Au cours des semaines suivantes, les choses ont dégénéré silencieusement. Les documents sont devenus plus difficiles d'accès. Les comptes que j'utilisais régulièrement ont été soudainement restreints. Daniel a arrêté de répondre à mes appels. Et puis la lettre est arrivée. Elle est arrivée par courrier recommandé, m'étant adressée, formelle, froide. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine. Je l'ai lue une fois, puis une autre. C'était une notification de l'avocat de mon père. J'étais démise de toute implication opérationnelle dans l'entreprise. Effet immédiat. Je me souviens d'être restée assise là, le papier entre les mains, ressentant quelque chose que je n'attendais pas. Pas du choc, pas même de la colère, du soulagement. Parce que maintenant, tout était clair. Il ne se contentait pas de m'exclure. Il se préparait à quelque chose. Et pour la première fois, moi aussi. La date de l'audience a été fixée 2 mois plus tard, une affaire civile sur le papier. Mais je savais à quoi m'en tenir. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires ou de propriété, il s'agissait de contrôle, de réécrire le passé, de décider qui comptait et qui ne comptait pas. Et alors que je me tenais là, dans cette salle d'audience, écoutant mon père rire, l'entendant prononcer ces mots, « Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat ?» j'ai réalisé quelque chose. Il pensait toujours que j'étais la même personne, la femme qui restait silencieuse, qui acceptait les choses, qui s'effaçait. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà fait un pas en avant. Au moment où la date de l'audience a été fixée, j'avais déjà accepté ce que la plupart des gens passent des années à refuser. Cela ne s'arrangerait pas tout seul. Il n'y aurait pas de conversation calme qui rendrait soudainement tout correct. Pas d'excuses tardives, pas de prise de conscience de leur part que j'avais été là tout au long, à maintenir la cohésion. Ce genre de fin appartient aux histoires que les gens se racontent quand ils ne sont pas prêts à affronter la vérité. J'étais prête. La première chose que j'ai faite a été de simplifier ma vie.
Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière que quelqu'un d'autre remarquerait, mais discrètement. J'ai fermé les comptes liés à l'entreprise, j'ai transféré le peu d'économies que j'avais dans une banque distincte, j'ai réduit les dépenses là où je le pouvais. Il ne s'agissait pas de peur, il s'agissait d'indépendance. Pour la première fois depuis des décennies, je devais me tenir debout par moi-même. Le professeur Green est devenu mon ancêtre, mon point d'ancrage pendant cette période. Nous ne nous rencontrions pas souvent, peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais chaque conversation comptait. Il ne m'a jamais dit quoi faire. Il posait des questions précises, le genre de questions qui me forçaient à réfléchir clairement. Pourquoi croyez-vous qu'ils font cela? A-t-il demandé lors d'une de nos rencontres. J'ai marqué une pause. Le contrôle, ai-je dit. Il a hoché légèrement la tête. Et que croit-il à votre sujet? Je n'ai pas hésité. Que je ne me battrai pas. C'était l'hypothèse sur laquelle tout le reste était bâti. Alors, je les ai laissés la garder. Je n'ai pas discuté quand j'ai été renvoyé du bureau. Je n'ai pas exigé d'accès. Je n'ai pas passé d'appel ni envoyé de courriel pour demander des explications. De l'extérieur, on aurait probablement dit que j'avais abandonné. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Mes journées sont devenues structurées d'une manière qu'elles n'avaient pas été depuis des années. Les matinées étaient consacrées à la recherche, les après-midi à l'organisation des documents, les soirées à l'étude. J'ai repris tout ce que j'avais collecté. Les dossiers financiers, les transferts de propriété, les correspondances par courriel. Chaque morceau de papier racontait une histoire. Individuellement, ils pouvaient être écartés. Une erreur ici, un malentendu là. Mais ensemble, ils formaient un schéma, et les schémas sont difficiles à ignorer. J'ai appris à voir ces schémas plus clairement, à les présenter, à construire quelque chose à partir d'eux. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui s'était passé. Il s'agissait de le prouver. Cette distinction est cruciale, surtout dans une salle d'audience. Il y avait des nuits où cela me semblait insurmontable, où je restais assise à mon bureau, entourée de documents, à me demander si j'avais trop attendu, si j'avais laissé trop de choses m'échapper, si j'étais simplement dépassée. C'étaient les nuits où j'entendais la voix du professeur Green dans ma tête. La vérité ne se presse pas, avait-il dit un jour. Elle attend. Alors, j'ai continué. Environ 3 semaines avant l'audience, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Mademoiselle Callahan? A demandé la voix à l'autre bout. Oui? Ici, Margaret Ellis. J'ai travaillé pour votre entreprise, principalement en comptabilité. Je n'ai pas reconnu le nom au début, mais elle a continué. Je n'y travaille plus. Cela a attiré mon attention. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un petit café juste à la sortie de la ville. Elle semblait nerveuse, pas effrayée, mais prudente. Je ne suis pas ici pour m'impliquer, a-t-elle dit avant même que j'aie pu parler. Je comprends, ai-je répondu. Elle m'a étudié un instant comme si elle essayait de décider quelque chose. Puis, elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une chemise cartonnée. J'ai gardé des copies, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai simplement regardée. Pourquoi? Elle a hésité, puis a eu un petit sourire fatigué. Parce que quelque chose ne me semblait pas juste. C'est tout ce qu'elle a dit, mais c'était suffisant. Quand j'ai ouvert le dossier plus tard cette nuit-là, tout a changé. Les dossiers étaient détaillés, précis, clairs d'une manière que les miens ne l'étaient pas. Des transferts qui avaient été cachés, des comptes qui avaient été déplacés, des signatures qui ne correspondaient pas, et, plus important encore, une chronologie. Cela montrait exactement quand les choses avaient commencé à changer, exactement comment cela avait été fait, et exactement qui avait été impliqué. Je suis restée assise là pendant un long moment après avoir tout parcouru. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais. Il n'y avait plus d'incertitude, plus de doute. Ce n'était pas de la négligence. C'était intentionnel. Le lendemain matin, j'ai appelé le professeur Green. « Vous aviez raison », ai-je dit simplement. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il n'en avait pas besoin.
Qu'allez-vous faire? A-t-il demandé. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair pour une fois, lumineux. Je vais finir ce que j'ai commencé. Il y a eu un silence. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors, assurez-vous de le faire avec dignité. La dignité. Ce mot est resté en moi. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance au sens où les gens l'entendent habituellement. Il ne s'agissait pas de colère ou de punition. Il s'agissait de vérité. Et la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'être vue. Dans les jours précédant l'audience, j'ai tout préparé avec soin, de façon organisée et claire. Je n'ai pas répété de discours. Je n'ai pas imaginé de confrontation. Je me suis concentrée sur les faits, car les faits ne flanchent pas. La veille de la date du tribunal, je me suis assise à la table de ma cuisine une dernière fois. Tous les documents étaient étalés devant moi, tout ce que j'avais rassemblé, tout ce que j'avais reconstruit. Je n'étais pas nerveuse. Pas de la manière à laquelle je m'attendais. Je me sentais calme, non pas parce que je savais ce qui allait se passer, mais parce que je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais. Pour la première fois depuis très longtemps, je me faisais confiance. Et le lendemain matin, je suis entrée seule dans cette salle d'audience. Non pas parce que je n'avais personne, mais parce que je n'avais plus besoin de personne pour parler à ma place. J'avais déjà été dans ce palais de justice auparavant, mais ce matin-là, c'était différent. Peut-être parce que je n'y entrais plus comme quelqu'un essayant de maintenir la paix. Peut-être parce que j'avais enfin cessé d'espérer que mon père choisirait la décence plutôt que l'orgueil. Ou peut-être parce que, pour la première fois de ma vie, je comprenais que la peur et le calme peuvent habiter le même corps en même temps. Mes mains étaient froides quand j'ai passé le détecteur de métaux. Mon sac à main semblait plus lourd qu'il ne le devrait, rempli de dossiers soigneusement étiquetés, de bloc-notes juridiques et de lunettes de lecture. Je devais sans cesse me rappeler de ne rien égarer. L'adjoint à l'entrée a fait un signe de tête poli. J'ai répondu de la même manière. Tout semblait ordinaire. C'était la partie étrange. La lumière fluorescente bourdonnait toujours au-dessus de nos têtes. Le sol en carrelage avait toujours besoin d'être poli. Un distributeur automatique vrombissait toujours dans le couloir près du bureau du greffier. Deux hommes se disputaient discrètement à propos d'un litige de limite de propriété. Une femme en cardigan bleu marine tenait un mouchoir d'une main et une enveloppe Kraft de l'autre. La vie continuait tout autour de moi. Et pourtant, pour moi, ce jour-là allait tout diviser entre un avant et un après. Mon père était déjà à l'intérieur quand je suis entrée dans la salle d'audience. Il était assis à la table avec Daniel à sa gauche et M. Alpern à sa droite, paraissant exactement comme il l'avait toujours été lorsqu'il s'attendait à ce que le monde se plie à sa volonté. Costume sombre, cravate argentée, menton légèrement levé. Daniel ne voulait pas croiser mon regard. Cela m'en disait plus que n'importe quoi d'autre. Un homme qui croit avoir raison vous regarde généralement droit dans les yeux. Un homme qui sait qu'il se tient sur un terrain pourri a tendance à fixer la table. Je me suis assise seule. Monsieur Alpern a jeté un coup d'œil, et j'ai pu voir le léger sourire au coin de ses lèvres. Il avait l'air d'un homme qui avait déjà écrit la fin de l'histoire. Puis mon père s'est penché juste assez pour que je puisse l'entendre. « Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. » Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il ne faisait que commenter la météo. Mais il voulait que ce soit entendu. Et ça l'a été. Quelques têtes se sont tournées. Quelqu'un dans l'assistance a bougé. Monsieur Alpern a laissé échapper un petit soupir indulgent, comme s'il avait pu dire à mon père de ne pas dire une telle chose, non pas parce que c'était cruel, mais seulement parce que c'était inutile. J'ai regardé mon père et je n'ai rien dit. L'ancienne moi aurait baissé les yeux. L'ancienne moi aurait avalé l'insulte, puis passé des heures plus tard à se demander pourquoi cela faisait encore mal. Mais quelque chose avait changé en moi au cours de ces mois d'études, d'organisation et de confiance enfin accordée à cette petite voix tranquille que j'avais ignorée pendant bien trop longtemps. Alors j'ai simplement croisé son regard et j'ai attendu. Quand la juge est entrée, tout le monde s'est levé. La juge Myriam Hensley avait un peu plus de 70 ans, des cheveux gris courts et une façon de regarder les gens qui rendait les excuses dérisoires.
Je connaissais sa réputation depuis des années. Dans des villes comme la nôtre, certains noms voyagent avant les personnes qui les portent. Elle avait la réputation d'être patiente et de ne pas se laisser impressionner facilement. Ce matin-là, j'étais reconnaissante pour ces deux qualités. Nous nous sommes assis. Les papiers ont bruissé. Le greffier a exposé l'affaire. Un litige concernant des actifs commerciaux, des responsabilités fiduciaires et des attributions de propriété liées à la holding Callahan. Entendre cela lu à haute voix donnait l'impression que c'était simple. Ce ne l'était pas. C'était 20 ans de travail non rémunéré, de paperasse enterrée, de transferts manipulés et d'histoires familiales travesties en langage juridique. Monsieur Alpern s'est levé le premier. Il avait une de ces voix que les avocats cultivent quand ils veulent apparaître à la fois confiants et raisonnables. Il a parlé d'efficacité, de continuité, de nécessité opérationnelle. Il m'a décrite comme quelqu'un qui avait été impliqué de manière périphérique dans le soutien administratif, mais qui n'avait aucun intérêt formel de propriété dans les entités contestées. Impliqué de manière périphérique. J'ai failli sourire. J'avais tenu leurs comptes en équilibre, corrigé leurs erreurs, géré leurs propriétés, négocié avec leurs locataires, rectifié leurs contrats et, à plus d'une occasion, je les avais sauvés d'erreurs coûteuses qu'ils ne savaient même pas qu'ils commettaient. Impliqués de manière périphérique. Il y a des mensonges si complets qu'ils en deviennent presque élégants. Monsieur Alpern a continué à construire sa version proprette de ma vie, pendant que mon père était assis à côté de lui, les mains jointes, aussi calme que s'il assistait à une réunion de conseil d'administration. Puis la juge s'est tournée vers moi. « Mademoiselle Callahan, a-t-elle dit, avez-vous une représentation aujourd'hui ?»« Non, votre honneur. » Avant même que monsieur Alpern ne puisse bouger, mon père a laissé échapper un petit ricanement satisfait par le nez. Puis, la juge Hensley a regardé les documents devant elle, m'a regardé à nouveau, et a dit de sa voix calme et ferme. Elle n'en aura pas besoin. L'atmosphère dans la pièce a changé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais de manière indéniable. Monsieur Alpern s'est arrêté de bouger. Sa main, qui s'apprêtait à saisir une pièce à conviction, s'est figée à mi-chemin. Il m'a regardé alors, non pas avec amusement, non pas avec dédain, mais avec reconnaissance. Une véritable reconnaissance. « Mon Dieu !» a-t-il dit à voix basse, mais assez fort pour être entendu par ses voisins. « Est-ce vraiment elle ?» Je savais ce qu'il avait vu. Pas mon visage exactement, mais mon dossier, sa structure, sa clarté, les citations, l'organisation des pièces, la vieille discipline qui réapparaissait au grand jour. Des années plus tôt, avant de quitter l'école de droit, j'avais participé à des concours de plaidoirie, discrètement mais avec succès. Mon nom avait circulé dans des endroits que mon père n'avait jamais remarqués, car il n'avait jamais pris la peine de regarder au-delà de son propre reflet. Les hommes comme monsieur Alpern se souvenaient de ces choses. Pas toujours de la personne, mais du travail. Et le travail laisse une signature. Mon père s'est tourné vers lui. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» a-t-il chuchoté durement. Monsieur Alpern n'a pas répondu. Ce fut le moment où j'ai vu l'assurance de mon père commencer à se fissurer. Non pas parce qu'il comprenait soudainement tout, mais parce que quelqu'un en qui il avait confiance comprenait, lui. La juge Hensley m'a invité à procéder. Je me suis levée, j'ai ouvert mon dossier et j'ai ajusté mes lunettes. Ma voix, quand elle est sortie, m'a surprise moi-même. Elle était calme. Pas théâtrale, pas tremblante, juste claire. Votre honneur, j'aimerais commencer par la pièce B, l'historique des transferts liés à l'immeuble Jefferson, suivi des résumés comptables des pièces D à H. Monsieur Alpern a contesté presque immédiatement, invoquant la pertinence. J'étais prête pour cela. J'ai répondu point par point. Chronologie, lien, schéma de transfert, incohérences internes, absence de divulgation, anomalie de signature. La juge a rejeté son objection. Puis j'ai continué. J'ai guidé le tribunal à travers les dates, les numéros de compte, les registres de propriété, les courriels internes et les divergences de registres, avec la patience de quelqu'un qui avait vécu à l'intérieur de ces faits assez longtemps pour savoir qu'il tiendrait.
Je n'ai pas spéculé. Je n'ai pas accusé plus que ce que je pouvais prouver. J'ai simplement posé chaque pierre là où elle devait être, et peu à peu, la forme de la vérité a émergé. Daniel remuait sans cesse sur son siège. Mon père a complètement arrêté de me regarder. Monsieur Alpern a tenté 3 autres objections. Il a perdu les 3. Puis sont venus les dossiers de Margaret Ellis. Ceux-là ont tout changé, car jusqu'alors, la défense pouvait encore prétendre qu'il s'agissait d'une interprétation. Une question de perspective. Mais la chronologie de Margaret reliait les transferts internes aux registres comptables externes, d'une manière qui ne laissait aucune place à la confusion. La juge a étudié les documents pendant un long moment. Puis, elle a regardé mon père. « Monsieur Callahan, a-t-elle dit, étiez-vous au courant de ces transferts au moment où ils ont été effectués ?» Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. C'était la première fois que je le voyais sans voix. Pas en colère, pas autoritaire, pas dédaigneux, sans voix. Il a cherché un verre d'eau qui n'était pas là. Sa main tremblait, juste un peu, mais je l'ai vu. Et tout le monde aussi. Malgré toutes les années passées dans son ombre, malgré toutes les décennies où il avait confondu mon silence avec de la faiblesse, tout se résumait à ce minuscule geste humain, une main qui tremble. La juge Hensley s'est tournée à nouveau vers le greffier. Monsieur Alpern s'est assis lentement, comme si un soutien invisible avait été retiré de la pièce. Et j'ai compris, debout là avec mes papiers et ma voix ferme, avec tout le poids enfoui de ma vie, prenant enfin forme à la lumière du jour. C'était le moment où mon père cessait de voir la fille qu'il pouvait écarter pour commencer à voir le témoin qu'il ne pouvait pas contrôler. Une fois que la vérité est dite clairement, les gens aiment imaginer que la pièce explose, que les voix s'élèvent, que les visages s'effondrent, que quelqu'un confesse, que quelqu'un sorte en trombe. Mais ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Dans la vraie vie, et particulièrement dans une salle d'audience, la vérité arrive souvent discrètement. Elle se dépose sur les gens par couches successives, forçant chaque personne à décider combien de temps elle peut continuer à prétendre ne pas en ressentir le poids. C'est ce qui s'est passé ce matin-là. Après que la juge Hensley a examiné la pièce à conviction, elle a demandé une courte suspension de séance. L'huissier l'a annoncé et tout le monde s'est levé. Les chaises ont grincé, les papiers ont bougé. Un murmure a parcouru l'assistance comme une brise dans des feuilles mortes. Mon père est resté assis un moment avant de se lever lentement. Daniel s'est penché vers lui, disant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Mon père a rétorqué quelque chose entre ses dents, et Daniel s'est reculé comme un petit garçon réprimandé, alors qu'il avait la cinquantaine. Monsieur Alpern a rassemblé ses notes, mais il n'y avait plus aucune assurance dans ses mouvements. Il ressemblait à un homme essayant de réparer un toit en pleine tempête, sachant pertinemment que les poutres en dessous étaient déjà pourries. Je suis restée là où j'étais. Je ne voulais pas de café. Je ne voulais pas d'air. Je ne voulais pas de la sympathie d'étrangers qui avaient passé la première moitié de l'audience à se demander si j'étais une idiote. Je me suis simplement assise, j'ai joint mes mains sur mes genoux et j'ai laissé le silence venir. Mon cœur battait la chamade maintenant que la partie orale était terminée. Il y a quelque chose d'étrange avec l'adrénaline à mon âge. Quand j'étais plus jeune, cela ressemblait à du feu. Ce jour-là, cela ressemblait plus à une vibration, fine et constante, traversant mes os. La juge Hensley n'avait pas encore statué. Je savais qu'il ne fallait pas crier victoire trop tôt. Les faits comptent au tribunal, oui, mais la procédure aussi. La présentation compte. Le timing compte. Un argument solide ne garantit pas un résultat final. Pourtant, je savais que l'air avait changé, et eux aussi. Pendant la suspension, j'ai surpris Daniel en train de me regarder vraiment pour la première fois depuis des années. Il n'y avait pas de chaleur, mais pas de mépris non plus. C'était quelque chose de plus triste que cela, de la reconnaissance. Non pas de qui j'étais devenue, mais de qui j'avais toujours été, et de ce qu'il lui en avait coûté de prétendre le contraire. Il a commencé à marcher vers moi, puis s'est arrêté quand mon père a prononcé son nom sèchement de l'autre côté de l'allée. Daniel a fait demi-tour et l'a suivi. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
Certaines personnes vieillissent, d'autres restent simplement obéissantes. Quand l'audience a repris, le ton de M. Alpern avait complètement changé. L'assurance fluide avait disparu. À sa place, il y avait de la prudence. Il a essayé de requalifier les transferts en décisions administratives prises sous pression. Il a suggéré que mon père s'était trop reposé sur Daniel. Il a insinué qu'il y avait peut-être eu de la confusion plutôt qu'une faute professionnelle. La confusion. C'était le mot auquel il se raccrochait, alors que la version initiale des événements s'effondrait. La juge Hensley écoutait, mais son visage ne laissait rien paraître. Puis, elle a posé une question qui a tranché dans le vif. Mademoiselle Callahan a-t-elle jamais été informée, a-t-elle dit, que les actifs qu'elle gérait étaient réattribués malgré son rôle opérationnel de longue date et sa supervision documentée? Personne n'a répondu immédiatement parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Monsieur Alpern a regardé mon père. Mon père a regardé droit devant lui. Daniel a baissé les yeux. Finalement, Monsieur Alpern a dit « Pas formellement, votre honneur. »« Pas formellement ?» Un autre mensonge élégant, comme si le problème était l'étiquette au lieu de la trahison. J'ai été autorisée à une brève réponse. Je me suis levée à nouveau, plus lentement cette fois, et j'ai dit « Votre honneur. » Je n'ai été informée ni formellement, ni informellement, ni en privé, ni en public, ni de manière éthique. Il y a eu quelques bruits étouffés dans l'assistance, rien de fort, juste la réaction feutrée de gens entendant un langage simple après trop de polissage juridique. La juge Hensley a fait un très léger signe de tête. Je me suis rassise, et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose comme de la paix. Pas la victoire, la paix. Parce que peu importe ce qui arriverait ensuite, la vérité était entrée dans le procès verbal, à la vue de tous. Elle ne serait plus jamais enterrée. Le jugement est tombé cet après-midi-là. La juge Hensley a conclu que les transferts et les retraits de responsabilité avaient été effectués sans divulgation appropriée, sans transparence fiduciaire adéquate, et dans des circonstances qui soulevaient de graves préoccupations quant à une faute interne. Elle a ordonné un gel immédiat de plusieurs actifs contestés, un audit comptable judiciaire formel et le rétablissement temporaire de mon accès aux dossiers pertinents pour l'affaire. Elle a également déclaré, dans un langage assez calme pour être dévastateur, que mon rôle dans l'entreprise avait été substantiel, de longue date et matériellement significatif, malgré les tentatives répétées de le minimiser. Matériellement significatif? J'avais attendu 30 ans pour entendre quelqu'un en position d'autorité décrire mon travail honnêtement. Je n'ai pas pleuré. Pas là-bas. Mais quelque chose en moi s'est desserré, comme un nœud serré pendant des décennies qui commençait enfin à lâcher. Mon père fixait devant lui pendant la lecture du jugement. Son visage était livide. Daniel avait l'air malade. Monsieur Alpern prenait des notes, même si je pouvais voir à son expression qu'il pensait déjà à la suite, à la limitation des dégâts, à la réputation, à cette activité très américaine qui consiste à survivre au déshonneur dans un costume bien repassé. Quand ce fut fini, l'huissier nous a libérés. Cela aurait dû être la fin du moment, mais mon père s'est levé brusquement et s'est tourné vers moi. « Es-tu fier de toi » a-t-il demandé. Sa voix n'était pas forte, cela la rendait pire. Parce que j'entendais ce qu'il y avait en dessous. Pas de remords, pas de réflexion, de l'humiliation. Il n'était pas blessé par ce qu'il avait fait. Il était blessé d'avoir été démasqué. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. « Non », ai-je dit. « Je suis triste que nous ayons dû en arriver là. » Sa mâchoire s'est contractée. « Tu as donné notre famille en spectacle. » J'ai failli rire alors, non par cruauté, mais par pure incrédulité. La famille? Ce mot encore, sorti uniquement quand il avait besoin d'une couverture. « Tu as fait ça tout seul », ai-je dit calmement. Daniel s'est interposé entre nous, non pas physiquement pour bloquer quoi que ce soit, mais en restant là comme les hommes le font quand ils ont peur que le conflit devienne assez visible pour qu'ils aient à choisir un camp. Pour une fois, je ne lui ai pas facilité la tâche. J'ai ramassé mes dossiers, je me suis détournée et je suis sortie. Dehors, l'air était froid et pur.
La fin de l'automne, dans l'Ohio, a une façon de dire la vérité sur les choses. Les arbres sont nus, le ciel est grand ouvert, rien n'est caché par la floraison ou la chaleur. Je suis restée sur les marches du tribunal pendant une longue minute, à respirer, tout simplement. Le professeur Green m'attendait près du trottoir, son manteau boutonné jusqu'au cou. Il n'était pas entré pour l'audience. Il a dit plus tard qu'il avait eu confiance dans le fait que je n'avais plus besoin de personne pour veiller sur moi. Il avait raison. Alors, a-t-il demandé. Je lui ai fait un bref résumé. Il a écouté, puis a souri, pas largement, juste assez pour montrer qu'il comprenait ce que cette journée signifiait réellement. Et comment vous sentez-vous? A-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Plus légère, ai-je dit. Puis, après une pause, et fatiguée. Il a gloussé doucement. C'est tout à fait normal. Nous avons marché jusqu'au café du coin et nous nous sommes assis près de la fenêtre avec 2 tasses de café qui ont tiédi pendant que je parlais. Pas de la décision, pas au début. De ma mère, du bureau, des années où j'avais confondu l'endurance avec le devoir. À un moment donné, j'ai dit que je pensais que gagner me ferait plus de bien. Le professeur Green a remué son café et a dit « La justice semble rarement triomphante pour les gens décents. Elle semble généralement coûteuse. » Il avait raison là-dessus aussi. Parce que même si le soulagement s'installait, une autre vérité s'élevait à ses côtés. Je n'avais pas voulu détruire mon père. J'avais voulu qu'il soit honnête. Et il y a une différence. Au cours des semaines suivantes, les conséquences se sont déroulées exactement comme elles le font dans une petite ville américaine. D'abord discrètement, puis d'un coup, les clients ont commencé à poser des questions. Une banque a retardé le financement d'un des projets de Daniel en attendant l'audit. 2 locataires de longue date ont demandé une documentation directe sur la propriété et l'autorité de gestion. Les gens qui autrefois souriaient trop vite à mon père dans les restaurants semblaient maintenant fascinés par les menus dès qu'il entrait. La réputation est fragile à tout âge, mais en fin de vie, quand une si grande partie de l'identité d'une personne repose sur ce qu'elle a construit publiquement, même les petites fractures semblent sismiques. Daniel m'a appelé une fois pendant cette période. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu à la 4e sonnerie. Il ne s'est pas excusé, pas directement. Au lieu de cela, il a dit « Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. » J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine l'érable nu dans la cour et j'ai dit « Toi non plus. » Il a gardé le silence. Puis, il a dit d'une voix que je reconnaissais à peine « Je ne pensais pas qu'il se retournerait contre moi aussi. » Cette phrase est restée avec moi après avoir raccroché. Car c'était là, le véritable héritage que mon père avait transmis. Pas la discipline, ni le leadership, ni l'héritage matériel. La peur. Et la peur exige toujours un sacrifice. Cette fois, elle a simplement manqué de filles pour s'en nourrir. Dans les mois qui ont suivi, la vie n'est pas devenue subitement plus facile. C'est quelque chose que les gens ne disent pas toujours à haute voix. Ils aiment les fins nettes, les victoires claires, le sentiment qu'une fois la vérité dite, tout se met en place. Mais la vraie vie, surtout à un âge avancé, ne fonctionne pas ainsi. Elle se stabilise lentement. L'audit judiciaire a pris du temps. Les semaines sont devenues des mois. Et bien que les conclusions continuaient de confirmer ce que j'avais présenté, il y avait toujours des procédures, des ajustements et des étapes juridiques à suivre. La décision du tribunal m'a redonné accès au dossier, aux opérations, à la vérité telle qu'elle avait toujours existé derrière les portes closes, mais je ne me suis pas précipitée de nouveau dans l'entreprise comme certains l'espéraient. J'y suis retournée prudemment, délibérément. Le bureau semblait plus petit que dans mes souvenirs, pas physiquement, mais en termes de sens. Pendant tant d'années, il avait été mon monde entier, l'endroit où j'avais déversé mon temps, mon énergie, mon identité. Maintenant, assise à ce même bureau, regardant les mêmes classeurs, le même tapis usé, la même horloge murale qui tic-taquait, je le voyais différemment. Ce n'était pas ma vie. C'était juste une partie de celle-ci. Et cette prise de conscience m'a apporté une sorte de paix que je n'attendais pas. Daniel m'évitait au début. Quand nous nous croisions, c'était bref, professionnel, prudent.
Les suppositions faciles et les dédains silencieux avaient disparu. À leur place, il y avait de la distance, pas hostile, mais incertaine. Mon père n'est pas venu au bureau du tout, pas pendant des semaines. Puis un matin, sans prévenir, il est entré. J'étais à mon bureau en train de réviser un contrat de bail quand j'ai senti le changement dans la pièce. Cette même vieille présence, celle à laquelle j'avais passé la majeure partie de ma vie, à répondre sans même y réfléchir. J'ai levé les yeux. Il se tenait là, manteau sur le dos, chapeau à la main. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le temps fait quelque chose d'étrange aux gens. Il ne les adoucit pas toujours, mais il révèle des choses qu'ils ne peuvent plus cacher. Il paraissait plus vieux, pas seulement en années, mais en poids. Je ne m'attendais pas à te revoir ici, a-t-il dit. Sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Je ne m'attendais pas à partir, ai-je répondu. Ce n'était pas censé être tranchant, juste honnête. Il a hoché la tête légèrement comme si cette réponse avait pour lui un sens qu'elle n'aurait pas eu auparavant. Je suppose que moi non plus. Il y a eu une longue pause, le genre de pause qui me rendait mal à l'aise autrefois. Le genre que je m'empressais de combler. Mais plus maintenant. J'ai fait des erreurs, a-t-il fini par dire. J'ai attendu. J'ai fait confiance aux mauvaises choses, a-t-il continué. Je me suis concentré sur les mauvaises choses. Ce n'étaient même pas des excuses complètes. Pas le genre que l'on entend dans les films, mais c'était ce qu'il avait fait de plus proche. J'aurais dû te voir, a-t-il ajouté après un moment. Celle-là m'a touchée. Non pas parce qu'elle réparait quoi que ce soit, mais parce qu'elle reconnaissait quelque chose de réel. J'ai toujours été là, ai-je dit. Il a de nouveau hoché la tête lentement. Je le sais maintenant. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous ne sommes pas soudainement devenus ce que nous n'avions jamais été, mais quelque chose a basculé, le respect. Pas celui qui vient de l'autorité, mais celui qui vient de la reconnaissance. Et à notre âge, cela compte davantage. Daniel est entré plus tard ce jour-là. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte de mon bureau de la même manière que je m'étais tenu dans celle de mon père des années auparavant. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il dit. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai dit quelque chose que j'avais appris à mes dépens. On ne répare pas tout d'un coup. Il a légèrement froncé les sourcils. Alors comment? On commence par dire la vérité, ai-je dit, même quand cela vous coûte quelque chose. Il n'a pas répondu tout de suite, mais il n'est pas parti non plus. Et parfois, c'est le début. Je ne suis pas restée éternellement dans l'entreprise. Cela surprend les gens. Après tout ce pourquoi je m'étais battue, ils s'attendaient à ce que j'en prenne le contrôle, que je la développe, que je la reconstruise à mon image. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était retrouver ma voix. Et une fois que je l'ai eue, j'ai réalisé que je pouvais l'utiliser de façon que je n'avais pas imaginée auparavant. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique locale, aidant principalement des personnes âgées, des gens de mon âge ou plus, qui se trouvaient submergés par la paperasse, les contrats ou des situations qu'ils ne comprenaient pas totalement. Des gens qui avaient fait confiance à quelqu'un et qui avaient été déçus. Je ne faisais pas de discours spectaculaires. Je ne leur disais pas quoi faire. J'écoutais. Puis je les aidais à voir clair. Car la clarté, c'est le pouvoir. Et c'est quelque chose que personne ne devrait se voir refuser simplement parce qu'on lui a appris à rester silencieux. Mon père et moi nous voyons maintenant. Pas souvent, mais assez. Nous nous asseyons parfois sur sa véranda à regarder la même étendue de jardin où je jouais enfant. Nous ne parlons pas de l'affaire. Nous ne revisitons pas le passé en détail. Mais il y a un autre type de silence entre nous maintenant. Pas l'ancien silence. Pas celui rempli de non-dits. Celui-ci est empreint de compréhension. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que la force ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Elle n'arrive pas toujours tôt. Elle ne s'exprime pas toujours bruyamment. Parfois, elle arrive après des années passées à être ignorée, après des années à penser que vous avez laissé passer votre chance, après des années à croire que votre rôle était simplement de soutenir les autres. Et puis un jour, vous réalisez que votre voix n'était jamais partie. Vous ne l'aviez simplement pas encore utilisée. Alors, si vous m'écoutez,
Si vous vous êtes déjà senti méprisé, sous-estimé ou discrètement mis de côté, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour se lever, jamais trop tard pour apprendre, jamais trop tard pour dire la vérité. Et quand vous le ferez, vous ne recevrez peut-être pas d'applaudissements. Vous ne ressentirez peut-être même pas la victoire comme vous l'aviez imaginé, mais vous ressentirez quelque chose de mieux. Vous vous sentirez entière. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, prenez un moment pour réfléchir à votre propre chemin. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, ou restez simplement avec elle en silence. Et si vous souhaitez d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de force, de vérité et de seconde chance, restez avec nous. Car parfois, les voix les plus calmes portent les histoires les plus fortes.